De retour donc pour ce nouvel échange, le premier de l'après-midi. Je vous rappelle que pour éviter trop de monde en plateau, eh bien 50% des invités sont ici avec nous et l'autre moitié est en distanciel à la maison. Nous allons donc ici développer les aspects plus sociaux de cette pratique, comme par exemple l'impact de l'e-sport sur notre société actuelle. Et d'autres questions animeront cet échange. Pourquoi les jeunes sont fans de jeux vidéo? Comment devenir un gamer pro? Quels sont les ingrédients pour cette recette parfaite? Ou encore, quelle est la différence entre gaming et e-sport? Car oui, il y a une différence. Eh bien, toutes ces questions, nos experts y répondront. Mais avant de laisser place aux experts, nous sommes partis à votre rencontre dans les rues de Louvain-la-Neuve pour connaître votre rapport à l'e-sport. Entre amateurs, connaisseurs et ceux qui n'ont jamais entendu parler de la chose, vous le verrez, les réponses sont une fois de plus diverses et variées. Pour ce nouveau micro-trottoir, nous sommes à Louvain-la-Neuve, dans cette ville estudiantine en plein cœur du Brabant wallon, pour interroger les étudiants sur la pratique de l'e-sport. Monsieur, bonjour. Vous pensez quoi de l'e-sport en Belgique? Est-ce que ça vous parle, la pratique de l'e-sport? Ça me parle un peu, pas trop. Donc pour vous, c'est normal que des joueurs gagnent des milliers d'euros en jouant en ligne à des jeux de compétition comme ça, comme FIFA? Est-ce que c'est normal que des gens gagnent des milliers d'euros en jouant sur un terrain de foot? Voilà, je me repose. Ça, c'est une bonne punchline, hein, ça c'est très bon. À quoi ça vous fait penser l'e-sport en Belgique? Jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo. Ça vous fait penser à quoi de manière générale? Moi, ça me fait penser à du streaming, à Twitch, à des rediffusions, à des... Okay. J'ai l'impression qu'en Belgique, c'est pas très populaire. Ça me parle, je pense à Fortnite. Ouais, et plus précisément, vous? Moi, ça me fait penser à FIFA. Je sais que Charleroi est bien représenté en e-sport. Ah ouais? Ouais. Vous y connaissez alors en e-sport? Bah, un petit peu, mais après, c'est vrai que je suis pas tellement que ça, quoi. Et comment ça se fait que vous vous connaissez en e-sport? Parce que c'est vrai qu'en Belgique, peu de gens en fait connaissent la pratique. C'est Charleroi, hein, principalement. On vient de Charleroi et du coup... Ah, vous êtes Carolo tous les deux? Oui, Carolo, oui, c'est ça. Dans vos entourages, on parle de l'e-sport de manière générale. Est-ce que vous avez des potes? Non, rien? On vient de le découvrir à l'instant, là. Mais je trouve que c'est une chouette activité qui est un hobby comme tout, mais sport, pour moi, sport, c'est activité physique, donc c'est pas vraiment un sport. L'occasion de voir des joueurs qui gagnent parfois des milliers d'euros en jouant à FIFA. C'est le rêve, non? Oui, bah oui. Mais non. Quoi, non? Alors là, non, je suis pas d'accord, quoi. Pourquoi? Parce que gagner des milliers d'euros pour jouer à FIFA. Vous pensez quoi tous les trois de l'e-sport en Belgique? Est-ce que cette pratique vous parle en fait? Moi je connais, j'étais un vrai joueur avant. Ah ouais? Avant, ouais. Joueur de? Battlefield 3. FIFA, c'est ça? Non, Battlefield 3. Ah, Battlefield 3, j'ai pas compris. Ça a rien à voir, Ok, d'accord. Et FIFA, vous aimez particulièrement ou pas? Je le pète. Ah ouais? Quelle équipe par exemple? Quelle équipe? Ça dépend le FIFA. Sur le 21, j'aime bien Dortmund. Sur le 20, je dirais Liverpool. Liverpool sont cheatés. Okay. Du coup, ça dépend les FIFA. Mais sinon, ouais, Liverpool, j'aime vraiment bien. Après, je suis fan d'Arsenal. Du coup, j'aime bien prendre Arsenal. Mais voilà. Okay. Et vous, madame? Non, moi, c'est chiant quand ils jouent. D'ailleurs, ça m'énerve. Vous faites quoi en attendant, entre-temps? On boit. Ah ouais. Bon, c'est sympa. Comment est-ce que vous avez été amené à aimer ça? L'e-sport? Oui. J'ai apprécié un jeu vidéo auquel moi je joue. Et du coup, par cette occasion, je me suis intéressé comment les joueurs pro jouaient. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu comment ça se passait la compétition sur le jeu en question. Et ça m'a intéressé. Et depuis maintenant, ça fait bien 2 ans et demi que je regarde chaque compétition de ce jeu-là, quoi. Sans le confinement, il n'y a pas encore des LAN, des choses comme ça qui là rentrent en jeu et qui accueillent pas mal de public, qui font aussi une belle ambiance. Je pense à le Paris Games Week qui fait ramener pas mal de gens qui sont quand même autour du gaming, autour de l'e-sport. Donc je pense que oui, il y a un avenir en tout cas, certain. Okay. C'est bien, on a un discours bien construit à un connaisseur. Merci en tout cas, bon appétit à tous les deux. Hein. Bonne journée. Et oui, vous l'avez vu, hein, merci à toutes ces gentilles personnes d'avoir donné de leur temps et de s'être prêtées au jeu. On accueille donc pour ce nouveau débat de l'après-midi Monsieur Olivier Servet. Vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques, politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain. Vous avez notamment étudié sous tous ses angles les jeux vidéo et on en parlera durant ce débat. À vos côtés, Maxime Devos, vous êtes business developer chez Imperium. Et puis on a aussi en plateau Mathieu Billet, délégué général d'UMR à la prospective et super champion FIFA ou pas, enfin ça on verra tout à l'heure. À leur côté également aujourd'hui, mais en Zoom de chez eux, donc Aurélien Paquet, journaliste e-sportif, et Jérémy Gossens, event manager chez eSport Gaming Organization. Effectivement, merci à tous d'être présents. On va commencer avec vous, Monsieur Servet, et cette question. Vous avez publié récemment un ouvrage sur l'univers des jeux vidéo. Vous y avez été immergé pendant près d'1 an et vous en avez sorti une étude sociologique. Alors, au-delà des préjugés qui règnent aujourd'hui sur l'univers des jeux vidéo, qu'est-ce que cette immersion vous aura appris ou cassé comme cliché qu'on a envers les jeunes? Et puis alors, je reviendrai vers vous pour une deuxième question.
Alors d'abord, c'est pas 1 an, mais c'est 10 années en fait. Donc c'est vraiment une très longue durée sur laquelle j'ai travaillé. Mais je pense que c'est nécessaire, parce que le rôle de l'anthropologue, c'est justement de faire tomber des stéréotypes. D'habitude, on a l'imaginaire plutôt de populations lointaines, mais en fait, on se rend compte que le monde des gamers, c'est une culture à part entière, avec ses codes, avec son vocabulaire, avec ses manières de faire, avec ses imaginaires. Et en fait, c'est vraiment un monde d'une complexité redoutable et passionnante. Et donc, en fait, tout ce qui est étranger, tout ce qui est différent, souvent fait peur. Et mon job, c'est justement de la rendre accessible, de traduire finalement cette culture pour le commun des mortels. Et je pense qu'il y a effectivement énormément de clichés. Le cliché de ces personnes désocialisées, le cliché de ces personnes qui ont une passion qui prend toute la place, le cliché de gens qui physiquement sont relativement peu actifs, et en fait ça correspond probablement à quelques franges de gamers, mais la réalité est beaucoup plus multiple et je dirais aussi beaucoup plus positive. Et dans vos études, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, souligner sur les différences de jeu entre le collectif et l'individuel ? Alors effectivement, on me dit souvent les gamers, mais les gamers ça veut rien dire, parce que gamer de quoi, de qui, quel type de jeu, quel mode de jeu aussi. On a des jeux joueurs contre joueurs, on a des jeux collaboratifs, on a des jeux contre l'intelligence artificielle du jeu, on a des jeux en équipe, des jeux plus solitaires, et donc tout ça en fait fait une configuration complexe qui développe des compétences très très différentes. Il y a des compétences de stratégie, de négociation à distance, de médiation, il y a des compétences d'optimisation, il y a des compétences aussi de coordination en fait physique et donc quand on fait la liste en fait de toutes les compétences qui sont nécessaires selon les jeux, on arrive à des capacités de développement éducatif en fait étonnantes qu'on n'imaginerait pas au départ. Donc je dis souvent, ne me dites pas que vous jouez, mais à quoi vous jouez. Pour moi, c'est vraiment ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, la palette de gaming est très très large, mais il ne faut pas oublier, c'est entre 2 et 2,7 milliards de personnes sur la Terre qui pratiquent régulièrement un jeu vidéo, donc on n'est plus face à quelque chose d'anonyme ou de quelque chose de marginal. Merci, M. Servet. Merci. Maxime Debos, vous êtes un acteur important au niveau économique. En quoi, selon vous, l'e-sport est un phénomène de société ? C'est une question qui est très très vaste à ce niveau-là. L'e-sport aujourd'hui en Belgique, ça reste un phénomène qui est de niche, mais qui grandit, et surtout qui devient aujourd'hui un peu le cheval de bataille ou un peu le drapeau du gaming. Quand on parle de gaming, souvent on le confond avec l'e-sport, et je crois que c'est la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'e-sport, c'est la partie compétitive du gaming qui est caractérisée par de l'entertainment, donc c'est-à-dire par ce côté spectacle qui est mis en avant, et c'est comme ça que finalement le côté gaming se retrouve aujourd'hui aussi affiché. Alors, quand on voit qu'ici en Belgique, on a 4,2 millions de personnes qui jouent à des jeux vidéo sur toutes plateformes confondues, donc c'est à la fois sur les consoles, sur les ordinateurs, mais aussi sur les smartphones, avec des jeux comme Candy Crush, on se dit que petit à petit, ça va évoluer, et donc finalement, il va y avoir des acteurs économiques et tous des métiers qui vont se développer autour de cet e-sport. Et donc, c'est tous des métiers qui, aujourd'hui, sont dans certains secteurs, existent déjà. Donc, on peut parler de tout ce qui est manager, tout ce qui est avocat, tout ce qui est le marketing, tous ces métiers-là sont déjà présents, mais aujourd'hui ils vont s'orienter vers l'e-sport, et donc on va avoir tous des métiers avec des caractéristiques complémentaires, et donc c'est tout un secteur qui va se développer, et c'est là que c'est très intéressant justement de s'y intéresser, parce qu'il va y avoir de l'emploi, mais il va y avoir encore plein d'autres choses qui vont se développer autour. Merci Maxime pour ces développements. Je rappelle, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Twitch et sur Facebook. Nous les relayerons dans ce débat. On continue avec vous, Mathieu Billet. Vous avez été notamment président des Jeunes MR. Vous êtes actuellement donc délégué général à la prospective au MR. En tant que justement ex-président des Jeunes MR, pensez-vous qu'il faut une politique spécifique de jeunesse concernant l'e-sport et ces domaines en particulier ? On en a déjà un peu parlé ce matin à l'occasion des débats, notamment avec Valérie Glatini, mais je pense qu'il ne faut pas réduire le e-sport à quelque chose de générationnel. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus âgées que nous, qui jouent aussi et qui gagnent leur vie grâce au sport. Donc, est-ce que ça doit faire partie d'une politique de la jeunesse ? Oui, c'est une dimension qu'il faut appréhender, c'est nécessaire et c'est voire indispensable. Mais les caractéristiques d'une politique
qu'on mettra en place au niveau de la jeunesse ne sont pas évidemment les mêmes que pour d'autres générations. Et donc, il faut avoir vraiment un aspect prévention, un aspect encadrement. Et ça, il y a eu un long débat sur le statut du e-sport ce matin et des joueurs singulièrement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut appréhender parce que le statut, c'est aussi la protection. Et ça, je pense que c'est important pour nos jeunes. Mais il ne faut évidemment pas limiter ça à une catégorie d'âge parce que j'entendais ce matin que l'âge moyen d'un joueur, c'est 37 ans. Donc dire que c'est... Enfin, je ne veux pas faire offense à tous ceux qui nous écoutent et qui sont ici et qui auraient plus que 37 ans. On n'est pas vieux à 37 ans, mais en tout cas, on est plus jeune. Voilà, merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu Billem. Prochaine question pour Aurélien Paquet. Vous êtes journaliste spécialisé en e-sport, vous suivez donc l'actualité de près. Et justement, en quoi l'e-sport est-il un sujet d'actualité ? C'est un sujet d'actualité parce que ça nous concerne tous. On a cité des chiffres de plusieurs millions de joueurs en Belgique, voire milliards dans le monde. Aujourd'hui, des compétitions, il y en a tous les jours. C'est pas uniquement le samedi et le dimanche comme certains sports traditionnels. Le côté en ligne de la chose, principalement maintenant avec les restrictions sanitaires, permet de faire des choses tous les jours, peu importe la discipline. Et donc, nous, moi, en tant que journaliste à la DH, on a de quoi faire des articles tous les jours. Et donc, c'est pour ça que ça devient un phénomène de société quotidien. C'est parce que ça touche un nombre de personnes énorme. Ça touche, je ne parle pas uniquement des joueurs, Maxime l'a très bien dit, c'est tout un environnement. Ici, je parle de mon côté, c'est des journalistes sportifs, il y en a quelques-uns en Belgique, francophones, néerlandophones, peu importe. Et ça touche vraiment tous les domaines, il n'y a pas que les joueurs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène de société qui touche absolument toutes les strates de la société, justement. Merci Aurélien. Et moi, je crois qu'à côté des journalistes, vous êtes aussi gamer. Vu le matériel que vous avez, le micro, pas mal. On continue avec Jérémy Gossens, qui est aussi à distance. Jérémy, vous avez de l'expérience, évidemment, aussi au niveau des jeux. Quel conseil vous donneriez, vous, aujourd'hui, à un jeune qui voudrait se lancer et devenir peut-être un gamer pro ? Alors, moi, tout d'abord, je ne suis pas joueur professionnel, donc je pense que plus tard... dans la présentation aujourd'hui, des personnes vont être plus aptes à en parler. Cependant, je pense que ce qui est important justement de dire aux jeunes, c'est que les joueurs pro en Belgique, ça représente vraiment une minorité. On parle beaucoup de joueurs pro, l'e-sport se développe, etc. Mais quand on regarde un jeu comme FIFA, par exemple, en Belgique, aujourd'hui, il doit y avoir maximum 5 joueurs qui peuvent vivre de FIFA. Et c'est un discours qui est important pour les jeunes parce que ça peut devenir un des gros inconvénients de l'e-sport, c'est une personne qui va se dire je vais tout arrêter, me déscolariser ou m'arrêter de travailler pour par exemple s'entraîner pour devenir joueur pro. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, que ce soit des jeunes ou des personnes ou des moins jeunes ou des personnes qui aiment vraiment l'e-sport, qu'il y a énormément, et on en a parlé un peu plus tôt, il y a énormément de métiers en lien avec l'e-sport qui vont pouvoir offrir à plein de personnes une motivation à se diriger par exemple vers des études de marketing, vers des études de communication, des études qui n'ont pas vraiment de lien avec l'e-sport et qui va leur permettre après de travailler dans l'e-sport. Et donc ça ouvre tout un nouveau secteur économique qui va permettre à plein de gens de pouvoir y travailler et de pouvoir vivre de leur passion tout simplement. Merci Jérémy pour ces précisions. Je rappelle que vos questions nous arrivent aussi, notamment sur Twitch. Il y en a des questions qui vont nous parvenir normalement d'ici quelques secondes sur l'écran. On va y répondre. Alors je ne sais pas si la régie est prête à nous envoyer quelque chose ou pas. En tout cas, en attendant, on rappelle que toutes les mesures sanitaires sur ce plateau sont respectées. Oui. Voilà. La question arrive à l'instant, excusez-nous pour ce petit retard. Alors, cette question, elle est d'Alain. Trop souvent, on considère que les e-sportifs promeuvent la violence. Quand allons-nous détruire ces préjugés ? Le politique peut-il jouer un rôle ? Alors, je vais demander de répondre en 2 phases. Peut-être vous, Olivier, d'abord, pour la violence, et puis peut-être pour le politique avec Mathieu. Alors, c'est comme si on disait le cinéma promeut la violence ou toute une série de supports en fait qui colportent un discours qui renvoie à la violence. Je crois il faut atténuer fortement en fait ce discours. D'abord, ça dépend quel type de jeu. On a des jeux extrêmement variés parce qu'on parlait de l'e-sport et de la transposition du sport physique au sport numérique, mais en fait, l'e-sport c'est la pratique intensive et on va dire en tournoi de multiples jeux vidéo qui ne renvoient pas nécessairement à du sport. Et on a des jeux qui sont en fait pas du tout violents aussi, qui sont concurrentiels certes, mais qui ne sont pas violents. Donc
nuance, premier élément. Deuxième élément qui est capital, c'est, je pense que notamment ça renvoie souvent à l'âge de l'adolescence et à certaines pratiques. Et là, effectivement, on a des enquêtes qui montrent que là où on a supprimé une série de pratiques entre garçons, plutôt martiales, qui renvoient, hélas, on pourrait dire, à un imaginaire encore très dominant du stéréotype de genre, effectivement, en fait, on va voir que vont être privilégiés certains types de pratiques un peu martiales, mais ça n'a aucun impact par la suite dans la trajectoire, ou très très peu en fait, de ces jeunes. C'est vraiment un moment ponctuel, et très souvent, effectivement, la violence, elle fait partie comme de la vie en société. Mathieu, peut-être pour détailler au niveau politique, est-ce que le politique a un rôle à jouer dans cette image que les jeux vidéo peuvent véhiculer ? Oui, je le disais tout à l'heure, c'est un aspect préventif. Certainement, donc qu'on fasse un peu de prévention, évidemment, c'est toujours une bonne chose, mais je suis assez content d'entendre qu'il y a même des études maintenant, ou en tout cas des enquêtes qui expliquent qu'il n'y a pas une trajectoire. C'est pas parce qu'on a joué aux jeux vidéo, alors il y a toute une série de jeux vidéo, comme on le disait, qui ne sont pas des jeux qui sont violents par nature ou par utilisation, mais c'est pas pour ça c'est pas parce qu'on joue à Call of Duty qu'on va devenir un serial killer derrière. Donc je pense qu'il faut avoir aussi un peu de recul par rapport à ça, qui sont souvent en fait des arguments un peu faciles pour décrédibiliser un secteur ou décrédibiliser une pratique. C'est on dit attention, ça va créer de la dépendance, attention, ça va créer de la violence. Et ça, c'est des discours avec des arguments. Quand on prononce ces arguments-là, c'est qu'on en a peu, quoi. Merci Mathieu. On a une question peut-être, Jérémy. En fait, depuis ce matin, on parle de gaming et d'e-sport, mais il y a une différence. Est-ce que vous pourriez expliquer cette différence ? Au final, le gaming, c'est la pratique du jeu vidéo simple. Et en fait, l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Et elle se caractérise par plusieurs choses. La première chose, c'est la compétition. La deuxième chose, c'est une retransmission. Donc, c'est quelque chose qui est souvent streamé. Et la troisième chose, c'est que c'est de l'entertainment. Donc, c'est vraiment des gros spectacles où il y a beaucoup de monde qui se rassemble. Et donc, il y a ce côté aussi rassembleur qui est très important dans l'e-sport. Là où certains gamers vont jouer tout seuls, quand on parlait par exemple de Candy Crush, c'est des gens qui jouent tout seuls chez eux. Là où en e-sport, il y a un vrai contact social. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que l'e-sport est plus que du gaming simple. Merci Maxime de Vos et pas Jérémy. Et on a une question qui nous vient de Twitch. Quelle est l'étape la plus importante pour faire émerger l'e-sport dans notre société ? Alors peut-être que celle-ci, Jérémy peut y répondre. Alors je pense que ce qui est important, c'est bien de se rendre compte que la Belgique n'est pas la France, la Belgique n'est pas l'Allemagne, la Belgique n'est pas... on a parlé de l'Asie plus tôt ce matin. La Belgique a son propre mode de fonctionnement et donc son propre paysage e-sport. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'e-sport est souvent représenté comme quelque chose qui va pouvoir remplir des stades, qui va vraiment toucher énormément de monde, avoir des superstars qui vont avoir d'énormes salaires. Mais la réalité en Belgique, c'est pas ça. On a vu quelques tentatives de très beaux événements en Belgique où les organisateurs ont vraiment fait le travail qu'il fallait. Et on a vu que les personnes ne sont pas déplacées. Par exemple, quand on prend l'exemple de Charleroi eSport, l'événement en lui-même, c'est une belle initiative, c'est ça qui peut faire bouger l'e-sport, mais malheureusement, on voit un événement vide où les gens ne se déplacent pas, puisqu'en fait, la Belgique, contrairement à ces autres pays, n'a pas la capacité à toucher énormément de monde et donc d'avoir d'énormes partenaires. Donc je pense que la Belgique, là où elle doit se développer, c'est réellement dans son côté apport à la société, apport à toute une génération ou tous des fans qui vont pouvoir s'y retrouver, évoluer dans ce domaine, que ça soit en tant que joueur d'une manière encadrée pour éviter tous les problèmes qui pourraient être liés notamment à l'addiction, à un détachement en faisant que ça, etc., mais aussi les différents métiers. Une question plutôt en lien maintenant avec les aspects liés au matériel et à la performance de chaque joueur. Je ne sais pas, là, quelqu'un peut prendre peut-être le lead sur cette réponse. En fait, est-ce qu'au mieux on est équipé, au mieux on a de chance, au plus on a de chance de devenir meilleur en tant que gamer pro ? Alors, je vais y répondre, mais j'aimerais bien juste rebondir sur ce qu'a dit Jérémy. Oui. C'est très intéressant. Mais je crois qu'aujourd'hui, la Belgique a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays. Et on voit que des événements comme Charleroi eSport ont débloqué pas mal de situations et ont permis surtout une médiatisation. Et c'est ça qui fait aujourd'hui évoluer l'e-sport, c'est beaucoup de la médiatisation. Et donc ça, c'est le premier volet que je voulais aborder sur le point précédent. Alors ici, pour parler donc du matériel des gamers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
c'est exactement comme dans le sport. Quand vous avez un joueur de foot qui court sur le terrain, s'il court à pieds nus, il va aller moins vite qu'avec des crampons qui vont lui donner de la stabilité. Et en fait, ici, tout le matériel des gamers va permettre de gagner du temps. Quand on joue à une console et qu'on a un réflexe, quand on va appuyer sur une touche, en fait, il y a un certain temps qui va faire passer l'information de la manette à la console, à l'écran. Et donc, c'est toutes ces millisecondes qui permettent d'avancer. Et donc, par exemple, avoir une bonne connexion Internet permet de gagner du temps, de pouvoir réagir plus rapidement. Avoir un écran qui se rafraîchit plus vite permet de gagner toutes des millisecondes qui, quand on les accumule, permettent de gagner énormément de temps et donc d'être plus rapide et d'être meilleur que les autres. Merci beaucoup Maxime pour ces explications. On a une prochaine question qui nous vient de Twitch, de Corentin, qui s'adresse à Mathieu Billet. Est-il envisageable de mettre en place des aides aux structures belges pour le développement de l'écosystème sportif? Je crois qu'on en a déjà un peu parlé ce matin, mais c'est clair que au niveau du matériel, il y a surtout des infrastructures qu'il faut essayer de développer et qui sont un peu manquantes aujourd'hui. Il y a eu des tournois, mais enfin, à titre personnel, quand je regarde des tournois à l'international ou ce genre de choses, on se rend compte que les infrastructures qui sont mises à disposition des événements permettent aussi de donner de l'envergure, permettent aussi de donner de la crédibilité au secteur. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on en a peut-être pas encore assez parlé, c'est donner de la crédibilité à ce secteur qui est un secteur économique, qui est un secteur qui crée des interactions entre les gens et donc donner des moyens aussi, je pense que c'est Jean-Luc Ruc qui en parlait ce matin au niveau des infrastructures sportives, c'est indispensable si on veut être crédible dans ce qu'on fait et qu'on veut aussi attirer un peu le chaland, comme on dit. Olivier Servet, dans la pratique des jeux vidéo et dans les études que vous avez pu mener, est-ce que vous voyez une différence entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe en vrai? Je veux dire par là, quelle est l'empreinte en fait quand les joueurs se déconnectent et l'impact que ça a eu sur leur vie réelle? Alors de nouveau, ça dépend des jeux. Donc là, il y a une forte différence. Mais clairement, je me souviens d'une expérience de terrain où j'ai travaillé sur un jeu de rôle en ligne très très connu. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé d'abord avec une équipe, une guilde, pendant 2 ans sans jamais les voir. Et donc j'avais vraiment un suivi de leur comportement collectif pendant tout ce temps. Et puis j'ai eu la chance, grâce à des fonds de recherche publique, de pouvoir les faire venir en fait et travailler avec eux en présentiel. Et je me suis dit, c'est des gens qui viennent de milieux sociaux radicalement différents, c'est des gens qui ont des trajectoires de vie très différentes, ça va être très compliqué à gérer, et en fait pas du tout. Et donc j'ai été sidéré de voir que toutes les règles de vie qu'ils avaient construites en ligne à distance pendant plusieurs années, en fait, ils les avaient transposées comme ça, en se voyant, alors qu'il y avait cette diversité extrêmement forte. Et je dis, il y a souvent dans le jeu vidéo ce que j'appelle un CV anonyme du gamer. En fait, on vous juge absolument pas pour qui vous êtes, mais pour vos performances. Et on a souvent l'avatar quelque part, soit de votre équipe de sport, soit de votre personnage qui vous remplace. Et en fait, c'est ça qui va être le jugement. Ça veut dire quelles attitudes, quels comportements, quelles performances vous allez développer avec ce double numérique, collectif ou individuel. Et je pense là, il y a quelque chose de relativement sain et intéressant. Merci Olivier Servet. Aurélien Paquet, on va revenir chez vous concernant votre métier, journaliste e-sportif. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre journaliste sportif. Est-ce qu'il vous arrive de vous heurter parfois à des personnes qui ne comprennent simplement pas votre travail? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous expliquez et comment est-ce que, entre guillemets, voilà, vous dites que votre travail est effectivement utile et surtout maintenant? En fait, c'est la base même de mon travail. À l'ADH, qui est un média généraliste, ils ont donc décidé d'ouvrir une section e-sport pour coller, si vous voulez, avec tout ce qu'ils font déjà sur le sport traditionnel. Et donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de prendre l'e-sport et de le généraliser au grand public et de l'expliquer au grand public en employant des termes peut-être plus spécifiques, mais en les expliquant, ou alors tout simplement en évitant ces termes spécifiques et en utilisant des phrases compréhensibles, entre guillemets, du grand public. Donc oui, tous les jours, on est confronté à des gens qui ne maîtrisent pas le sujet ou qui ne connaissent pas le sujet. C'est aussi le cas, moi je suis en relation avec bon nombre de joueurs, c'est aussi souvent le cas des parents, par exemple, qui ne comprennent pas ou pas bien, en tout cas, ce que fait leur enfant, d'où l'intérêt d'avoir une structure et d'encadrer tout ça. Donc oui, effectivement, et je pense que c'est des initiatives comme aujourd'hui, par exemple, où ça ouvre l'e-sport au grand public. La meilleure
la meilleure preuve, en tout cas le meilleur exemple de cela, c'est pendant le confinement, il y a pas mal de sportifs, que ce soit dans le basket, dans le foot, des pilotes de F1 aussi, qui se sont lancés sur Twitch et qui ont permis un peu de démocratiser l'e-sport et de présenter ça sous un autre œil, sur leur œil à eux en tout cas, au grand public. Et donc, toutes ces étapes permettent petit à petit de dédiaboliser un petit peu le phénomène, de l'expliquer et de montrer que c'est bien plus qu'un simple joueur derrière son écran qui passe 8 heures par jour derrière son écran. Et juste pour terminer, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sport, e-sport, peu importe, c'est un débat sans fin. Il faut juste se dire que voilà, un joueur professionnel peut passer 8 heures derrière sa console ou son PC. Oui, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous derrière nos PC au bureau. Donc voilà, il faut remettre un peu en perspective et se dire que nous aussi on passe 8 heures assis derrière un PC et finalement au niveau physique ça ne change pas grand chose. Merci beaucoup Aurélien Paquet, et on passe avec une question un peu plus générale mais qui a son importance quand même, et je vais vous laisser choisir qui veut y répondre. Pourquoi les jeunes sont-ils fans de jeux vidéo ? C'est vrai qu'on a parlé de la moyenne d'âge, 37 ans, mais cette image de jeune reste encore. Pourquoi est-ce que c'est les jeunes et pourquoi pas les 40-50 par exemple ? On va se partager la réponse. Je pense que la première chose, c'est le phénomène historique. On a les PC qui sont arrivés dans les années 90, l'arrivée d'Internet aussi. C'est cette génération-là qui finalement est née dedans et qui a commencé à l'utiliser. Donc ça, c'est le premier point qui fait que c'est pour ça que c'est plus les jeunes que les moins jeunes. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes. Et là, je vais laisser mon collègue en parler un peu plus. Mais c'est les phénomènes quand on compare les cours de récréation d'il y a 20 ans et aujourd'hui, les phénomènes dans Fortnite. Quand on voit les joueurs qui se rassemblent, et qu'est-ce qu'ils font dans Fortnite ? Ils font exactement ce que nous on faisait à l'époque, ce que les plus vieux faisaient à l'époque, à la cour de récréation. Ils se rassemblent, ils échangent, ils communiquent. Mais ça va même plus loin, c'est une culture en fait. Donc il y a des référents culturels générationnels et on voit très bien que chez les jeunes aujourd'hui, vous ne parlez pas de gaming, vous ne parlez pas de jeux vidéo, vous êtes en partie à part. Ça fait vraiment partie de la construction culturelle. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas que jouer d'ailleurs. On va voir des joueurs en streaming, on va voir des replays, donc des répétitions de parties de jeux. On va voir aussi des influenceurs qui racontent en fait toute une série de choses liées au jeu. Et donc, en fait, il y a vraiment cette construction dans cette tranche d'âge-là qui est la construction aussi d'une culture Instagram, YouTube, notamment. Ça ne veut pas dire que chez les plus âgés, on ne joue pas. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on a la première génération de parents joueurs. Ils ont été socialisés avec les premiers jeux vidéo dans les années 80-90. Et aujourd'hui, ils renouent avec le jeu vidéo en partie aussi pour renouer avec leurs enfants. Et on a même des grands-parents qui deviennent gamers. Donc ça, comme sociologue, on observe en fait cette transformation. Et donc dire que c'est que les jeunes, je pense que c'est obsolète aujourd'hui. C'est en train petit à petit de traverser l'ensemble du spectre social. Très intéressant. Merci Olivier Servet. Une question qui nous vient de Twitch et qui vous est adressée, Maxime. Comment devrait se structurer l'écosystème belge pour avancer ? Là, ça c'est une question compliquée. Comment est-ce que l'écosystème devrait se structurer pour avancer ? Je pense que il faut que l'ensemble des acteurs d'abord s'accordent sur une vision commune de comment faire avancer l'e-sport. Et donc ça c'est un travail commun, aussi bien des ASBL que des entreprises. Et donc, à ce niveau-là, il va falloir travailler non seulement avec le politique, mais aussi avec tout ce qui est média. Dans le côté politique, il va falloir trouver des statuts et pouvoir légiférer sur qu'est-ce que l'e-sport, qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. Et d'un autre côté, il va falloir aussi une médiatisation pour vulgariser ce phénomène. Parce que quand aujourd'hui, on se rend compte que des gens ne savent pas encore ce que c'est que l'e-sport et ne savent pas vraiment ce que c'est que le gaming, et puis qu'on se rend compte que 4,2 millions de personnes en Belgique jouent à des jeux vidéo, il y a parfois un petit problème à ce niveau-là et il va falloir un petit peu mettre les choses, vulgariser les choses. Merci. On va peut-être revenir chez vous, Jérémy. Vous en aviez touché un mot tout à l'heure concernant peut-être les débordements de la pratique du jeu. Comment est-ce qu'on fait concrètement, et puis même selon votre expérience, pour ne pas tomber dans le fanatisme et la dépendance en fait ? La dépendance, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait voir avec un psychologue, mais je pense que ce qui est important, c'est l'encadrement qu'il va y avoir autour du joueur et surtout son environnement. Je pense que ce qui est important, et on le voit à très haut niveau, tout ce qui est joueurs professionnels vont avoir énormément de choses à faire en dehors du jeu, que ce soit avec des coachs professionnels, mais aussi tout un bien-être, un environnement, jouer ailleurs que dans sa chambre par exemple.
c'est assez important. Pour ce qui est des plus jeunes, je pense que c'est important d'avoir et on le voit même sur la scène aujourd'hui, les jeunes joueurs, ceux qui vont le mieux s'en sortir, on va dire, ont un encadrement des parents, par exemple, derrière, qui font attention à ce que l'enfant on l'a dit plus tôt aujourd'hui, soit pas enfermé 12 heures dans sa chambre, qui respecte certaines règles, etc. Donc je pense vraiment que ça vient d'une forme d'éducation qui pourrait, pas d'éducation, pardon, d'encadrement qui pourrait être donné aux jeunes, que ça soit avec les parents, avec des ASBL, avec les écoles, avec le monde qui les entoure tout simplement. Merci Jérémy. Merci Jérémy pour ces précisions. On continue avec une question de Julie, qui s'adresse à Maxime et qui demande... à Olivier Servet, pardon. Pensez-vous qu'il faut faire des catégories hommes-femmes dans la pratique de l'e-sport ? Alors c'est une excellente question et moi je pense que l'e-sport c'est une chance immense de pouvoir foncièrement revoir en fait ces catégories parce que effectivement dans toute une série de pratiques e-sportives on a la possibilité en fait de mixer les genres et moi je trouve ça vraiment ça re-questionne foncièrement la question sportive de cette manière-là. Et là on a typiquement une innovation en fait qu'amène l'e-sport, ce qui ne veut pas dire que dans certains cas ça peut pas être intéressant d'avoir des catégories, mais on peut les réfléchir tout à fait autrement qu'avec le corps physique en fait et la pratique physique. Mathieu, je vous vois hocher de la tête. Parce qu'en fait moi je suis une équipe sur Call of Duty, c'est plus une anecdote, mais en fait l'équipe est mixte et de tout ce que j'ai toujours entendu, il n'y a jamais eu la question de savoir est-ce qu'il faut séparer sur la base du genre les personnes qui jouent à ce jeu. En fait ça n'est pas un débat, c'est mixte par nature et par le jeu et donc c'est l'avantage que ce genre de questions ne se pose pas, quoi. Oui, Olivier, c'est vrai. Oui, j'irais même plus loin, parce qu'on a aussi l'image des jeunes, à côté de la question du genre. Et en fait, récemment, dans un jeu de type FPS, donc en vue subjective, c'est une équipe de soixantenaires qui a gagné le tournoi en Suisse, alors qu'on se dit c'est juste impossible à cet âge-là de gagner face à des adolescents ou des étudiants, enfin les tranches d'âge plus jeunes. Eh bien si, c'est possible. Et donc je trouve vraiment que ça redéfinit complètement nos catégories au sens large, et ça, c'est tout à fait passionnant. Merci. Mathieu, on va continuer avec vous au niveau plus politique. Quels sont les retours que vous avez en fait ? Quelles sont les demandes qui peuvent parfois venir jusqu'à chez vous, politiques, concernant ces pratiques de l'e-sport ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? Que faut-il changer concrètement pour eux ? Le premier message, c'est quoi ? C'est qu'en Belgique, on est un peu dans le néant au niveau juridique, au niveau de l'approche même politique de la chose. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup, voire pas du tout d'événements qui a cette thématique pour objet. Et donc, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas faire de politique à ce niveau parce qu'on n'est pas dans un débat politique, mais c'est clair que les retours qui sont faits, on va dire des joueurs que moi je connais un peu, ou même dans les conversations qu'on peut suivre, le problème c'est qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, en fait, toute avancée sera significative pour le secteur, certainement, parce que comme il n'y a rien, faire plus que rien, c'est quand même une belle avancée. Tout à fait. On va plutôt maintenant s'intéresser, c'est une question aussi qu'on a sous les yeux, aux bienfaits. On a parlé plutôt des inconvénients, de la dépendance qui peuvent être liés au jeu. En fait, quels sont peut-être les bienfaits de jouer comme ça en ligne, à distance, de pratiquer l'e-sport, Olivier Servet ? Je pense que parmi les bienfaits, il y a vraiment des pratiques collaboratives extrêmement fortes, des capacités à se coordonner à distance, à établir des stratégies collectives, à optimiser une action communautaire ou une action d'un groupe. On ne l'imaginerait pas, on a toujours cet imaginaire que le jeu vidéo est d'abord foncièrement individuel. Je pense qu'il ne l'est plus, en fait, depuis l'arrivée d'Internet, depuis les jeux connectés, depuis des jeux qui nécessitent cette coordination. On a vraiment cette montée en puissance de ces dimensions. Là. Et puis après, on a le classique optimisation, statistique, stratégique, le charismatique aussi. Quand on est leader d'une équipe ou d'une communauté, c'est fondamental. Et donc, il y a vraiment ce panel très très large d'apports en fait, du jeu vidéo. À côté, évidemment, de ce qui pourrait être plus problématique. Mais ça, je pense que dans toute passion, en fait, on a des attitudes problématiques qui peuvent émerger. Si je peux juste compléter, oui. C'est qu'en cette période de confinement, ça a permis de garder du lien avec beaucoup de gens. Et donc des jeunes entre eux qui ne se voyaient plus en après-journée, après les cours, qui ne se voyaient plus du tout, même le week-end, ça a permis de garder un certain contact et des fois quotidien. Et donc ça, c'était quand même aussi très intéressant. Mais bon, c'est plus épisodique avec la crise qu'on connaît maintenant. On verra ce qu'il en restera une fois que le déconfinement sera enfin là. Merci Maxime. Et alors, on a une dernière question. On va clôturer cet échange sur celle-là, je pense, qui s'adresse à Maxime.
L'e-sport est pour tout âge, ok, mais pour être un champion, il faut être jeune, non? Comme dans chaque sport. On revient à l'âge. On revient à l'âge. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes champions, ils commencent en général, ils sont reconnus vers 14 ans et leur carrière s'arrête vers 25-30 ans. Après, pour être totalement honnête, on n'a pas encore beaucoup de joueurs plus âgés, vu que ça date que des années 90. Donc, je ne peux pas dire qu'on n'aura pas des joueurs plus âgés. D'ailleurs, on a eu l'exemple il y a 2 minutes d'une équipe de soixantenaires qui a gagné. Après, d'un niveau plutôt psychologique et médical, on voit que quand on est jeune, on a des liaisons cognitives et que ces liaisons cognitives diminuent à partir de l'âge de 25 ans. Et donc, la faculté d'apprentissage est plus lente. Mais bon, derrière, en fait, on attrape d'autres qualités qui sont plus des qualités de stratégie, de gestion du stress. Donc, a priori, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Merci Maxime. Je ne sais pas, peut-être une dernière réaction sur ce sujet avant de clôturer ce débat. Olivier, Mathieu, Jérémy ou encore Aurélien. Je pense qu'on a déjà pas mal débattu cette question de l'âge. Donc c'est clair que... Pour reprendre certains exemples, on voit qu'il y a le petit champion danois à FIFA, il a 14 ans, il est super fort, etc. Mais il est né dedans et je pense aussi qu'il y a un problème d'âge aussi, peut-être parce qu'on a plus le temps. Quand on est plus jeune, arriver sur le marché, on va dire, de l'e-sport, quand on a 30 balais et qu'on a un métier, on a des fois un foyer à gérer, etc., c'est des fois plus difficile que quand on a un peu plus de temps à y consacrer. Merci Merci à tous en tout cas pour cet échange très constructif. Je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes en direct sur les réseaux, sur Facebook et sur Twitch et que toutes les conditions sanitaires sur ce plateau sont respectées. Effectivement, merci à Aurélien, merci à Jérémy, merci à vous Olivier Servet, merci Maxime Devos et merci Mathieu Billet.